Le Burkina Faso, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, mais un géant dans l'histoire de la résistance africaine. Depuis son indépendance en 1960, il n'a cessé de lutter contre la colonisation, contre la corruption, contre la domination étrangère et parfois contre lui-même. C'est l'histoire d'un peuple qui ne plie pas, un peuple qui se soulève, qui crie, qui rêve, un peuple qu'on a voulu faire taire à coups de dictature, de trahison, de Kalachnikov, mais qui à chaque fois s'est relevé. Alors dans cette vidéo, nous allons remonter le fil du temps et revivre chaque étape de cette histoire tourmentée. Président après président, chute après chute, espoir après espoir. Prépare-toi à plonger dans plus de 60 ans de pouvoir, de révolte, de feu et de mémoire. Voici l'histoire politique du Burkina Faso comme vous ne l'avez jamais entendu. 1960, l'Afrique frémit sous les tambours de l'indépendance. Les chaînes coloniales tombent les unes après les autres. Et au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un nouveau pays naît, la République de Haute-Volta. À sa tête, un homme, un pionnier, Maurice Yameugou. Issu d'un parcours modeste, ancien instituteur devenu haut fonctionnaire, Maurice Yameugou symbolise aux yeux de beaucoup l'espoir d'une gouvernance moderne. Leader du Parti démocratique unifié voltaïque, il devient le tout premier président du pays, porté par l'élan d'un peuple qui rêve d'autonomie et de dignité. Mais très vite, l'ivresse du pouvoir prend le dessus sous les idéaux. Le régime de Yameugou se ferme. Autoritarisme, népotisme, austérité, le rêve tourne court. En coulisses, la colère gronde. Dans les rues, les étudiants, les syndicats, le peuple tout entier s'organise. Le ras-le-bol est total. Le 3 janvier 1966, le peuple dit stop. Ce jour-là, la Haute-Volta entre dans l'histoire. Une insurrection populaire renverse le président, forçant l'armée à intervenir. C'est le tout premier coup d'état du pays et le début d'une longue série. Maurice Yameugou, symbole de l'indépendance, devient le premier président déchu de ce qui allait bientôt s'appeler le Burkina Faso. 3 janvier 1966, tandis que les rues de Ouagadougou résonnent encore des cris de révolte, un homme émerge d'un tumulte, le général Sangoulé Lamizana. Uniforme impeccable, regard de fer, cet ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale ne vient pas pour discuter, il prend le pouvoir. L'armée entre en politique. Lamizana, c'est le visage de l'ordre militaire, d'un pragmatisme froid. Il n'est pas un tribun, ni un révolutionnaire, c'est un soldat pur, forgé dans les campagnes coloniales de l'armée française, puis formé à commander sans trembler. Sous son autorité, la Haute-Volta entre dans une nouvelle ère, celle du régime militaire. La constitution est suspendue, les partis dissous. Mais le général se veut plus réformateur que tyran. Pendant 12 ans, il dirige avec fermeté, parfois avec souplesse, oscillant entre autorité militaire et ouverture politique. En 1978, contre toute attente, il organise des élections présidentielles. Il y participe et les remporte. Une prouesse rare dans l'histoire post-coloniale. Un chef militaire devient président civil par les urnes. Mais l'équilibre est précaire. Le pays souffre de crise économique, de pénurie alimentaire et d'un mécontentement croissant. En 1980, l'histoire se répète. Un coup d'état met fin à son règne. Sangoulé Lamizana quitte le pouvoir sans fracas après 14 ans à la tête d'un pays. Il fut le premier président à tenter une vraie transition démocratique. Mais comme beaucoup d'autres après lui, il a été rattrapé par les armes. 1980, à peine le général Lamizana écarté, un autre uniforme s'avance sur le devant de la scène. Le colonel Seyi Zerbo. Silencieux, rigide, méthodique. Il ne vient pas faire des discours, il vient imposer l'ordre. Le sien, ancien officier de l'armée française formé à l'école de guerre, Seyi Zerbo incarne la rigueur militaire, la discipline à l'ancienne. Il prend le pouvoir à la faveur d'un coup d'état rapide, sans infusion de sang, sans slogan révolutionnaire. Mais derrière l'uniforme se cache un homme isolé. Pas de base populaire, pas d'idéologie mobilisatrice. Seul un colonel à la tête d'un pays en pleine crise économique, politique et morale. Pendant 2 ans, il dirige par décret, verrouille les libertés, tente de stabiliser un système déjà fragilisé. Mais le silence de son régime devient assourdissant et dans l'ombre, d'autres militaires complotent déjà. En 1982, l'histoire lui glisse entre les doigts. Un nouveau coup d'état l'évince aussi vite qu'il était arrivé. Seyi Zerbo quitte le pouvoir sans gloire, sans bataille, sans peuple à ses côtés. Il est emprisonné puis gracié des années plus tard. Alors, dans la mémoire collective, il reste comme le président furtif, celui que l'histoire n'a pas retenu, mais qui a tout de même contribué à ce cycle infernal où l'armée devient la clé du pouvoir. 1982, la Haute-Volta vit au rythme des bottes militaires et des changements de pouvoir. Après Lamizana et Zerbo, un nouveau nom surgit inattendu. Jean-Baptiste Ouédraogo, un médecin militaire, un homme réservé, parachuté à la tête d'un pays en crise. Le choix surprend. Il n'est ni un tribun, ni un chef de guerre. Il soigne, il observe, il tempère. À la tête du conseil de salut du peuple, il tente de maintenir l'équilibre entre les ambitions des officiers et les attentes d'un peuple épuisé par l'instabilité. Son discours se veut rassurant, mais son
son pouvoir reste fragile. Dans l'ombre de ce gouvernement militaire, un autre nom grandit. Un nom qui enflamme les foules, inspire la jeunesse et inquiète les gradés. Thomas Sankara, son premier ministre. Très vite, les tensions s'accumulent. Deux visions s'opposent. D'un côté, la prudence technocratique de Ouédraogo, de l'autre, la fougue révolutionnaire de Sankara. Le compte à rebours est lancé. Le 4 août 1983, c'est le point de rupture. Un coup d'État renverse Jean-Baptiste Ouédraogo. Cette fois, ce n'est pas un général, c'est un capitaine, jeune, charismatique, déterminé, qui prend le pouvoir. Le règne de Jean-Baptiste Ouédraogo n'aura duré que quelques mois. Mais il fut le dernier souffle d'une haute volta en transition, avant que ne s'ouvre une ère nouvelle, flamboyante, bouleversante, l'ère Sankara. 1983, dans les casernes, dans les universités, dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou, un nom circule avec ferveur, presque comme une incantation. Thomas Sankara, jeune, fougueux, intransigeant, il n'a que 33 ans et déjà le regard de ceux qui portent des révolutions. Le 4 août 1983, le pouvoir bascule une fois de plus, mais cette fois, ce n'est pas juste un changement de président, c'est un changement d'air, de cap, de conscience. Thomas Sankara, capitaine de l'armée, formé à Madagascar et influencé par les idéaux tiers-mondistes, devient le leader d'un peuple trop longtemps trahi. Il est porté au sommet par un coup d'État mené par ses frères d'armes, dont Blaise Compaoré, son ami intime pour le moment. Très vite, il renverse les symboles. La République de Haute-Volta devient Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Les véhicules de luxe sont vendus. Les ministres roulent en Renault 5. Les éléphants bureaucratiques sont chassés et les jeunes, les femmes, les paysans sont remplacés au cœur de la révolution. On ne peut pas libérer un peuple sans sa participation consciente. Ça, c'est une phrase de Thomas Sankara. Il lance des campagnes de vaccination, combat la corruption, distribue des terres aux paysans, donne la parole aux femmes, lutte contre l'impérialisme. Et il ose dire non aux puissances, aux dettes coloniales, aux dictats de Paris et de Washington. Mais Sankara dérange, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il devient une menace trop radicale, trop intègre, trop indépendant. Et pendant que lui rêve d'une Afrique debout, certains murmurent sa chute. 15 octobre 1987, des rafales de Kalachnikov brisent le silence. Thomas Sankara est assassiné dans l'enceinte du Conseil national de la Révolution par ceux-là même qu'il avait porté au pouvoir. Son ami Blaise Compaoré s'installe à sa place. Le choc est immense, le peuple est paralysé, le rêve s'effondre, mais pas l'espoir. Car Thomas Sankara ne mourra jamais dans le cœur des Burkinabés. Il est devenu un mythe, un modèle, un symbole, un homme qui a osé rêver et surtout un homme qui a osé vivre pour ses rêves, quitte à en mourir. On est en 1987, les tambours de la révolution se taisent. Le rêve de Sankara s'est effondré dans une fusillade. Et dans ce vide, un homme s'avance, visage impassible, uniforme bien ajusté. Blaise Compaoré, l'ami devenu rival, le frère d'armes devenu successeur. Le silence devient son arme et le pouvoir son terrain de conquête. Ancien compagnon inséparable de Thomas Sankara, Compaoré justifie l'assassinat de ce dernier comme une rectification de la révolution. Mais en réalité, il inaugure une ère radicalement différente. Une diplomatie docile envers l'Occident, une ouverture à l'économie de marché, une stabilité au prix de la liberté. Pendant 27 longues années, Blaise Compaoré tisse sa toile. Il survit aux tensions ethniques, aux tentatives de mutinerie, à la rébellion ivoirienne qu'on dit avoir été nourrie par les arrière-cours. Il contrôle tout, la presse, l'armée, les élections. Son visage devient familier, trop familier. Il est là, toujours là, inamovible. Mais à force de se croire intouchable, il oublie une chose. Le peuple burkinabé n'a jamais accepté la servitude. Octobre 2014, Blaise veut franchir la ligne rouge. Il tente de modifier la constitution pour briguer un nouveau mandat. Mais cette fois, la rue se soulève. Les flammes s'élèvent dans Ouagadougou. L'Assemblée nationale est incendiée. Le peuple marche en masse, sans peur. Le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré fuit le pays sous les huées, chassé par l'insurrection populaire. Après 27 ans de règne, le château de cartes s'effondre en quelques jours. Il était resté trop longtemps. Et comme tous ceux qui refusent de partir, c'est le peuple qui l'a fait partir. Depuis, Blaise vit en exil en Côte d'Ivoire, jugé par contumace pour son rôle dans l'assassinat de Sankara. Il est aujourd'hui un fugitif politique, rattrapé par la mémoire des morts et la colère des vivants. 31 octobre, le roi Blaise s'enfuit. Le palais présidentiel est vide. La constitution déchirée. Le peuple en liesse. Mais le pays est sans président. Et quand le pouvoir tombe dans la rue, les hommes en uniforme se bousculent pour le ramasser. En l'espace de quelques heures, un premier nom surgit. Le général Honoré Traoré, chef d'état-major des armées. Droit dans ses bottes, il annonce assumer la direction de l'État. Mais cette déclaration sonne creux. Le peuple ne veut plus d'un militaire proche de l'ancien régime. Et dans cette ambiance électrique, un second nom surgit de l'ombre. Lieutenant-colonel Yacouba Issa
Isaac Zida, moins connu, plus jeune, mais plus proche de la rue et des aspirations du soulèvement. Il incarne à ce moment-là l'option populaire face à l'armée traditionnelle. Un bras de fer discret s'engage entre les deux officiers. 2 jours de tension, 2 jours où le pays retient son souffle, 2 jours où le peuple scrute chaque uniforme avec méfiance. Finalement, l'équilibre bascule en faveur de Zida. Soutenu par la société civile, par la jeunesse, par l'insurrection elle-même, il prend le pouvoir. Honoré Traoré, après seulement un jour symbolique à la tête du pays, disparaît de la scène politique. Zida, lui, n'est pas élu. Il est là par la volonté des événements. Pendant 20 jours, il tient le pays dans une transition fragile, en attendant qu'un civil soit nommé pour apaiser les tensions. C'était une drôle de période. Une présidence sans certitude, une république suspendue, mais aussi un moment d'espoir, celui d'un renouveau après un quart de siècle d'immobilisme. Novembre 2014. Après les cris, les larmes, les flammes, vient le temps du calme. Il faut reconstruire, rassurer, recoller les morceaux d'un pays brisé par 27 ans de règne et d'une insurrection populaire sans précédent. Et pour ça, le peuple ne veut plus d'un militaire. Il veut un civil. Il veut une figure neutre, respectable. Il veut un homme d'équilibre. Ce nom, c'est Michel Kafando. Ancien ministre, ancien ambassadeur aux Nations Unies, visage calme et posture rassurante. Il n'a jamais été un homme de pouvoir, mais un homme d'État. Le 18 novembre 2014, il est désigné président de la transition dans un large consensus politique et populaire. Son mandat est clair: préparer les élections, garantir la stabilité, ne pas s'éterniser. Pendant 1 an, il dirige un gouvernement civil épaulé et parfois surveillé par le lieutenant-colonel Isaac Zida, devenu premier ministre. Mais même ce souffle démocratique est mis à l'épreuve. Septembre 2015, à peine 1 mois avant les élections, un nouveau coup d'État éclate. Cette fois, c'est un retour de l'ombre. Le général Gilbert Diendéré, ancien bras droit de Blaise Compaoré, tente de reprendre le contrôle du pays. Michel Kafando est brièvement capturé, retenu par la garde présidentielle, humilié devant le monde. Mais le peuple se soulève à nouveau, la résistance civile, l'armée loyaliste, la pression internationale, tout converge pour étouffer le putsch. En 6 jours, le coup d'État échoue. Kafando est rétabli dans ses fonctions, ovationné comme un homme d'honneur, et le 29 novembre 2015, des élections libres sont enfin organisées. Michel Kafando s'en va comme il est venu, dans la discrétion, mais avec dignité. Il a été le pont entre la colère et la démocratie, entre le chaos et l'espoir. On est en septembre 2015. Le Burkina Faso s'apprête à tourner la page. Les élections sont dans 1 mois. La transition menée par Michel Kafando arrive à son terme. Le peuple épuisé mais debout croit enfin en une alternance pacifique. Et soudain, le passé ressurgit brutalement. Le 16 septembre, un bruit de bottes résonne à nouveau dans la capitale. La garde présidentielle, fidèle au régime de Blaise Compaoré, entre en action. À sa tête, un homme que l'on pensait relégué au livre d'histoire, le général Gilbert Diendéré. Ancien chef d'état-major particulier de Compaoré, vétéran des zones d'ombre du régime, il tente un retour en force. Michel Kafando est arrêté. Zida aussi. Le pouvoir est confisqué au nom de la restauration de la paix. Mais personne n'est dupe. La population explose de rage. Les jeunes reprennent les rues. Les syndicats s'organisent. Et dans le tumulte, un homme refuse de courber les chines. Moumina Chérif Sy, ancien président du Conseil national de la transition, s'y prend la parole. Il déclare publiquement qu'il assume le pouvoir exécutif, refusant de reconnaître le putsch. Pendant 6 jours, le pays est suspendu entre 2 présidents. Diendéré, chef du coup d'État, retranché derrière les fusils. Chérif Sy, président par la voix, la légitimité, et c'est le peuple qui tranche. La mobilisation citoyenne est massive. L'armée régulière refuse de soutenir le putsch. Les chefs d'État de la CEDEAO condamnent fermement. Sous pression, Diendéré plie. Le 23 septembre, Kafando est réinstallé. Le coup d'État échoue. Chérif Sy entre dans l'histoire comme le symbole du refus. Ils ont voulu étouffer la transition. Ils ont réveillé une nation. Cette tentative, le putsch, fut la dernière étincelle du régime Compaoré. Un sursaut avant l'effondrement final. 29 novembre 2015. Pour la première fois depuis des décennies, les urnes parlent librement au Burkina Faso. Le peuple choisit, le peuple espère, et le nom qui sort des urnes, c'est celui d'un homme qui connaît bien les rouages du pouvoir, Roch-Marc Christian Kaboré. Ancien premier ministre de Blaise Compaoré, passé à l'opposition à la veille de la chute du régime, Kaboré apparaît comme un compromis. Expérimenté, civil, moderne, il n'est pas un révolutionnaire, il n'est pas un militaire, il est le visage d'un retour à la normalité, après le tumulte des insurrections et des coups d'État.
Le peuple veut la paix, il veut des routes, des écoles, de la justice. Il veut oublier les armes et regarde vers l'avenir. Kaboré en devient le symbole. Mais très vite, l'enthousiasme se heurte à la réalité. Dès 2016, le pays est attaqué, pas par des militaires, mais par des djihadistes, des groupes armés venus du nord du Mali, de la frontière nigérienne. Le Burkina Faso, jadis paisible, devient un champ de guerre asymétrique. Les attaques se multiplient, écoles brûlées, policiers tués, villages rasés. L'État recule, la peur avance. Roch Kaboré tente de réagir, remaniement, opération militaire, appel à l'unité. Mais le peuple s'impatiente, l'armée doute et l'histoire une fois de plus se répète. 24 janvier 2022, un nouveau coup d'État, le président Kaboré est arrêté par les soldats, des mutins, des hommes en uniforme qui accusent le pouvoir d'avoir échoué à protéger le pays et le peuple, cette fois, ne descend pas dans la rue. Le silence est lourd, le président élu s'en va sans résistance, il laisse derrière lui un pays divisé, meurtri, envahi par l'insécurité. Roch Christian Kaboré aurait été l'homme de la transition démocratique, mais aussi l'otage d'un pays rongé par la guerre et les attentats impossibles. Son mandat est une promesse brisée. 24 janvier 2022. Dans une capitale tendue, les visages sont résignés. Un nouveau coup d'État, un président élu renversé et à sa place, un nom jusque-là inconnu du grand public. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien officier de l'armée burkinabé, formé au Togo, en France et même aux États-Unis. Damiba se présente comme un militaire réfléchi, spécialiste des questions antiterroristes. Il promet de restaurer la sécurité, de reconquérir les territoires tombés aux mains des groupes armés, de redonner espoir à un peuple épuisé par le chaos. Au début, il impressionne. Il s'affiche en treillis, discours avec gravité, rencontre les chefs religieux, rassure la communauté internationale. Mais très vite, les résultats se font attendre. Sur le terrain, les attaques continuent. Les groupes djihadistes gagnent du terrain. Les villages tombent, les soldats meurent et le doute s'installe. À cela s'ajoutent des critiques. Damiba reste distant, isolé dans sa tour d'ivoire, refusant de s'aligner clairement sur le choix du peuple pour une vraie rupture politique. Certains l'accusent de vouloir composer avec les puissances étrangères, notamment la France. Et dans les casernes, la colère monte. Parmi les jeunes officiers, un nom commence à circuler. Un capitaine plus jeune, plus direct, plus tranché. 30 septembre 2022, 9 mois à peine après son coup d'État, Paul-Henri Damiba est à son tour renversé. Il fuit, contraint d'écrire une lettre de démission après des négociations sous haute tension. Son passage au pouvoir aurait été court, silencieux, presque effacé. Il est le président d'une transition inachevée, balayé comme tant d'autres par le vent tourbillonnant de la colère populaire et militaire. Et dans ce vide laissé par son départ, un nouveau visage surgit, plus jeune, plus dur, plus radical. Ibrahim Traoré. 30 septembre 2022, une nouvelle silhouette encore inconnue du grand public s'avance face aux caméras. Le regard dur, le visage fermé, les poings serrés. Il n'a que 34 ans. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Il vient de renverser le président Damiba et il s'apprête à écrire un nouveau chapitre de l'histoire burkinabé. Militaire de carrière, formé à l'université comme à l'école de guerre, Traoré n'est pas un politicien. Il ne cherche pas à séduire. Il incarne la colère d'une armée trahie, d'un peuple oublié, d'un territoire à feu et à sang. Dès ses premières déclarations, le ton est donné. Souveraineté totale, rupture avec la politique française, partenariat gagnant-gagnant, même avec la Russie. Priorité absolue, la guerre contre le terrorisme. Nous sommes venus pour libérer nos terres, pas pour régner. Ce sont ses paroles. Dans les rues, il devient un symbole. Des foules chantent son nom. Les drapeaux russes côtoient ceux du Burkina. Les bases françaises ferment. Il affirme vouloir reconstruire un État fort, tourné vers les jeunes, les agriculteurs, les soldats, les vrais oubliés du régime précédent. Mais Traoré n'est pas un héros unanime. Certains dénoncent des méthodes musclées, un pouvoir centralisé, des restrictions de presse. D'autres craignent un glissement vers un autoritarisme durable. Mais pour une large partie de la population, il représente la première figure d'espoir depuis Sankara. Militaire, jeune, patriote, franc, radical, Ibrahim Traoré est devenu en quelques mois une figure incontournable de la nouvelle Afrique insoumise. En 2025, il est toujours au pouvoir, sous un régime de transition. Il n'a pas encore annoncé d'élection. Il continue de promettre la reconquête territoriale et l'indépendance totale. Reste à savoir s'il tiendra parole ou s'il rejoindra la longue liste de ceux que le pouvoir a transformés. Pour l'instant, le peuple observe et l'histoire reste à écrire. En conclusion, de Maurice Yamogo à Ibrahim Traoré, en passant par Sankara, Compaoré, Kaboré et tant d'autres, le Burkina Faso a connu 15 présidents en 64 ans. Des militaires, des civils, des révolutionnaires, des technocrates, des fugitifs, des symboles. Tous ont défilé, chacun laissant une empreinte, une fracture, une leçon. Et pourtant, un seul acteur est resté constant tout au long de cette histoire
histoire mouvementée. Le peuple burkinabé, un peuple qui s'est levé en 1966, en 83, en 2014, en 2015. Un peuple capable de renverser les dictateurs, de défier les puissances, de s'organiser, de parler, de lutter. Un peuple intègre, fidèle à ce nom qui lui avait offert Sankara, Burkina Faso. Ce pays n'est pas seulement le théâtre de coups d'État, c'est le creuset d'un combat permanent pour la dignité, la justice, pour la souveraineté. Et si l'histoire a été rude, saccadée, douloureuse, elle n'est pas terminée. Aujourd'hui, alors que le monde observe, alors que les lignes bougent en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso continue d'avancer dans l'incertitude, mais avec courage. Le défi est immense. Sécurité, unité, indépendance réelle. Mais l'espoir, lui, n'est pas mort. Il change simplement de visage. Chers amis, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis merci d'avoir suivi cette grande fresque de l'histoire politique du Burkina Faso. Si cette vidéo vous a éclairé, likez, commentez, abonnez-vous et surtout partagez-la. Car l'histoire de l'Afrique doit être racontée par ses enfants pour ses enfants. À très bientôt pour un nouveau chapitre de notre histoire commune.